Il m'a dit, n'arrosez pas trop cette plante, mais quand je l'ai fait, quelque chose est remonté à la surface. La fougère près de la fenêtre se mourait, malgré les soins méticuleux de mon mari. N'arrose pas trop, m'avait prévenu Caleb avant de partir pour son voyage d'affaires, cette tension familière raidissant sa voix. Des années de mariage, et je n'avais jamais compris son étrange attachement à cette plante banale jusqu'à ce que mes doigts effleurent quelque chose de métallique sous la terre ce jour-là. La boîte rouillée émergea comme une confession, son contenu, un médaillon en argent, des photographies délavées et un mot disant « Je suis désolé », révélant le mensonge parfait que j'avais vécu. Alors que je tenais les souvenirs d'une autre femme dans mes mains tremblantes, j'ai réalisé que certains secrets ne restent pas enfouis, peu importe le soin que l'on met à entretenir la terre qui les recouvre. Et mon mari n'était pas du tout celui que je croyais. La quiétude dans notre maison était pesante. 3 ans de mariage avec Caleb, et parfois je me surprenais encore à écouter des bruits qui n'existaient pas. Le trottinement de petits pieds, peut-être, ou le chaos de la vie de famille que nous avions choisi de reporter. Notre maison du Vermont était parfaite dans son immobilité, nichée au milieu d'érables qui murmuraient des secrets que je ne parvenais pas tout à fait à saisir. Mais dernièrement, cette immobilité avait commencé à ressembler moins à de la paix qu'à quelque chose en attente. Emma, appela Caleb depuis la porte d'entrée, son sac de voyage déjà prêt à ses pieds. « Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos des plantes ?» J'ai hoché la tête distraitement depuis la cuisine, où je lavais la vaisselle du petit déjeuner. Arroser les violettes tous les jours, ne pas arroser l'orchidée, et laisser ta précieuse fougère tranquille. Je lui ai souri, essayant de masquer ma légère irritation. Après 3 ans, je connaissais la chanson. L'expression de Caleb s'adoucit, mais je surpris cette lueur familière d'inquiétude dans ses yeux. La fougère est sensible, me rappela-t-il, comme il le faisait toujours avant de partir. Trop d'eau et elle se noiera. La fougère en question se trouvait dans son pot en terre cuite usée près de la baie vitrée, ses frondes délicates légèrement pendantes malgré les soins méticuleux de Caleb. Il prétendait que c'était un cadeau de sa défunte tante Meredith, le seul héritage familial qu'il avait réussi à conserver après la mort de ses parents. Je n'avais jamais rencontré aucun membre de sa famille. Ils étaient tous partis avant même que nous commencions à nous fréquenter, ce qui rendait l'importance de la plante pour lui à la fois touchante et légèrement déroutante. Je sais, dis-je en m'essuyant les mains sur un torchon avant de m'approcher pour l'embrasser pour lui dire au revoir. Ce n'est que pour 3 jours. Je promets que ta plante survivra. Caleb me serra contre lui, son eau de Cologne, subtil et boisé, m'enveloppant. Je te fais confiance, murmura-t-il dans mes cheveux, mais quelque chose dans son ton suggérait le contraire. Après son départ, je suis resté à regarder sa voiture disparaître au bout de notre longue allée. Caleb se rendait à Boston pour une conférence sur la sécurité financière. C'est ce qu'il faisait, il gardait l'argent des autres en sécurité, construisait des forteresses numériques autour de la richesse. Il était méthodique dans tout ce qu'il faisait dans sa vie, de la façon dont il rangeait son tiroir à chaussettes à la manière dont il planifiait nos bilans budgétaires mensuels. Sa carrière lui convenait parfaitement. Il travaillait pour Anderson Financial depuis près d'une décennie, plus longtemps que je ne le connaissais. Je suis retourné dans le salon, mon regard attiré par la fougère. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'attachement de Caleb à cette plante, surtout qu'il parlait rarement de son passé. Quand nous avons commencé à nous fréquenter, j'avais supposé que sa réticence venait du deuil. Perdre ses 2 parents au début de la vingtaine n'avait pas dû être facile. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait des chapitres entiers de sa vie qui restaient des livres fermés. Chaque fois que je posais des questions sur son enfance ou ses années d'université, il offrait des réponses vagues avant de changer habilement de sujet. Ce soir-là, je me suis blotti sur le canapé avec une tasse de tisane à la camomille et ma lecture du moment, profitant de la rare solitude. Notre maison était une belle demeure de style néocolonial, trop grande pour nous deux seulement, vraiment, mais Caleb avait insisté pour que nous nous y développions. Les planchers en bois craquaient de temps en temps, comme si la maison elle-même s'endormait. Mes yeux ont dérivé de mon livre à la fougère, dont la silhouette se découpait sur la lumière déclinante. Je me souviens d'une fois, il y a environ 6 mois, où j'avais essayé de la déplacer vers un endroit plus ensoleillé. Caleb venait de rentrer du travail et s'était arrêté net en me voyant soulever le pot. « Laisse-la » avait-il lancé d'un ton sec, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Il s'était immédiatement excusé, prétendant être stressé par le travail, mais quelque chose dans sa réaction m'était resté. C'était le même regard qui avait traversé son visage ce matin, une panique subtile, rapidement masquée. Le lendemain s'est déroulé sans incident.
J'ai travaillé de la maison en tant que graphiste indépendante, j'ai parlé à quelques clients et j'ai appelé ma sœur, Laura, en FaceTime. Caleb a envoyé un texto vers midi. La conférence se passe bien. Comment ça va à la maison? Tout va bien ici, ai-je répondu. Les plantes se tiennent bien. J'ai ajouté un emoji clin d'œil, espérant alléger l'ambiance. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Super. N'oublie pas la fougère. Cette nuit-là, je me suis retrouvé à nouveau devant la plante. Elle semblait particulièrement affaissée, ses frondes s'enroulant sur elle-même comme des doigts flétris. Caleb l'avait arrosée avant de partir, je l'avais vu faire, mais la terre semblait complètement sèche. J'ai pressé mon doigt contre la surface, ne sentant que de la terre poussiéreuse. Il a dit de ne pas trop t'arroser, murmurai-je à la plante, mais il n'a pas dit de ne pas t'arroser du tout. Je suis allé à la cuisine et j'ai rempli une petite tasse d'eau, juste assez pour humidifier la terre sans la détremper. De retour près de la fougère, j'ai commencé à verser prudemment, regardant l'eau disparaître dans la terre. En ajoutant les dernières gouttes, mes doigts ont effleuré quelque chose de dur sous la surface. Fronçant les sourcils, j'ai posé la tasse et j'ai doucement sondé la terre. Il y avait définitivement quelque chose là, quelque chose de solide et d'inflexible. La curiosité m'a submergé. J'ai gratté une fine couche de terre avec le bout de mon doigt et j'ai aperçu ce qui ressemblait à un bord de métal rouillé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai jeté un coup d'œil à la porte comme si Caleb pouvait entrer à tout moment, puis je me suis retourné vers la plante. Soigneusement, pour ne pas endommager les racines de la fougère, j'ai passé mes doigts autour de l'objet, ameublissant la terre tassée. Ce qui en est sorti était une boîte métallique carrée et peu profonde, de la taille d'un livre de poche épais. Elle était usée et corrodée, avec des taches de rouille sur mes doigts. Les racines de la fougère avaient poussé autour d'elle, enlaçant la boîte comme si elle faisait partie d'elle. Je l'ai extraite aussi doucement que possible, bien que j'ai tout de même entendu le claquement de tendres racines qui se brisaient. Son poids m'a surprise plus lourde qu'elle n'en avait l'air, solide et secrète. Je l'ai tenue dans mes mains, sentant le métal froid contre ma peau, et j'ai pris une profonde inspiration. Il y avait quelque chose d'interdit dans ce geste, comme si je franchissais une limite que Caleb avait silencieusement établie. Mais une autre partie de moi, celle qui avait toujours senti les lacunes dans les histoires de mon mari, avait besoin de savoir. J'ai porté la boîte sur la table de la cuisine et je l'ai posée sous la lumière vive du plafonnier. Le couvercle était scellé par ce qui semblait être des années de corrosion. J'ai travaillé dessus avec un couteau à beurre, faisant levier doucement jusqu'à ce que j'entende le déclic satisfaisant du seau qui se rompait. Le cœur battant, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur de la boîte se trouvaient plusieurs objets nichés les uns contre les autres comme des témoins silencieux d'un moment oublié, un médaillon en argent de style ancien sur une chaîne ternie, 2 photographies au bord jaunis et recourbés, et en dessous, un mot plié, le papier cassant avec l'âge. Avec des doigts tremblants, j'ai déplié le mot en premier. L'écriture était serrée et menue, l'encre s'était estompée jusqu'à un brin pâle. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Pas de signature, pas de date, juste ces 11 mots, lourds de sens non dit. J'ai mis le mot de côté et j'ai pris les photographies. La première montrait une jeune femme aux longs cheveux noirs berçant un nourrisson dans ses bras. Elle souriait, mais ses yeux contenaient une tristesse qui semblait traverser le temps. Le bébé, enveloppé dans une couverture jaune pâle, était minuscule, un nouveau-né à première vue, avec des mèches de cheveux sombres visibles sous un bonnet tricoté. La deuxième photo m'a coupé le souffle. C'était celle d'une maison, une petite ferme de 2 étages avec un revêtement en planches de bois blanches et des volets vert foncé. Un porche enveloppant s'étendait le long de la façade, avec une balançoire suspendue à des chaînes rouillées. Quelque chose à son sujet me semblait vaguement familier, bien que j'étais certaine de n'y être jamais allé. Finalement, j'ai pris le médaillon. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, l'argent était terne avec l'âge. Le fermoir était rigide, mais il a cédé après quelques tentatives. À l'intérieur se trouvait un minuscule morceau de tissu, un bout de ce qui ressemblait à une couverture de bébé, et un nom gravé dans le métal, Dileya. Dileya. Ce nom ne me disait rien. Durant toutes nos années ensemble, Caleb n'avait jamais mentionné personne appelé Dileya. Ni un parent, ni un ami, ni une ex. Pourtant, voici son nom, caché dans une boîte sous sa précieuse fougère. J'ai refermé le médaillon et je me suis rassise, fixant les objets étalés devant moi. Qui est cette femme? Le bébé était-il le sien? Et qu'est-ce que tout cela avait à voir avec mon mari?
j'ai attrapé mon téléphone, avec l'intention d'appeler Caleb, mais je me suis arrêté. Qu'est-ce que je dirais? Salut, je sais que tu m'as dit de ne pas toucher à ta plante, mais je l'ai fait et j'ai trouvé une boîte secrète. Ça te dirait d'expliquer? La conversation s'est déroulée dans ma tête, et aucune des versions ne se terminait bien. À la place, j'ai pris des photos de tout, la boîte, le mot, les photographies, le médaillon et puis j'ai soigneusement remis les objets dans leur contenant. Mais je n'ai pas remis la boîte dans la plante. Je ne pouvais pas me résoudre à l'enterrer à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la femme sur la photo, au nom d'Iléa gravé dans l'argent, à Caleb et à toutes les choses que je ne savais pas sur lui. Vers 2 heures du matin, je suis sorti du lit et je me suis dirigé sur la pointe des pieds vers le bureau de Caleb. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires auparavant. Cela m'avait toujours semblé une violation de la confiance, mais la boîte avait tout changé. Le tiroir verrouillé de son bureau a cédé facilement à la clé de rechange que nous gardions dans le tiroir fourre-tout de la cuisine. À l'intérieur, j'ai trouvé les objets attendus, des relevés bancaires, notre certificat de mariage, son passeport. Mais en dessous se trouvait une pile de vieilles lettres attachées avec un ruban bleu délavé. L'enveloppe du dessus, jaunie par le temps, était adressée à un certain JT. Il n'y avait pas d'adresse de retour ni de timbre, elle n'avait jamais été postée. J'ai hésité avant de l'ouvrir, consciente que je franchissais une autre ligne, mais j'étais déjà allé si loin. La lettre à l'intérieur était datée de 15 ans, quand Caleb aurait eu au début de la vingtaine. Elle commençait par « Cher James » et était signée simplement « C ». Le contenu était vague, quelque chose sur un nouveau déménagement, sur un nouveau départ, sur combien sa maison lui manquait mais qu'il ne pouvait pas y retourner. Cela soulevait plus de questions que cela n'apportait de réponses. Alors que je remettais la lettre dans son enveloppe, j'ai remarqué quelque chose d'écrit au dos de la photographie de la maison, une adresse. L'écriture était tremblante, différente de celle du mot, mais l'adresse était complète, une route de campagne à environ 2 heures au nord de chez nous, dans une petite ville que j'avais traversée 1 ou 2 fois. Mon téléphone a sonné soudainement dans la maison silencieuse, me faisant sursauter. C'était Caleb, à 2h30 du matin. « Salut », ai-je répondu, essayant de paraître endormi plutôt que coupable. « Tout va bien ?»« Juste pour prendre des nouvelles », dit-il, la voix tendue. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé que je verrais comment tu allais. Je vais bien, ai-je menti. Je viens de me réveiller pour boire de l'eau. Et la maison? Tout est normal? Bien sûr, dis-je, me demandant ce qu'il demandait exactement. Pourquoi ça n'irait pas? Aucune raison, dit-il rapidement. Juste, tu sais, je m'inquiète pour toi seul là-bas. La fougère va bien aussi, ai-je ajouté, incapable de résister. Il y eut une pause, juste une fraction de seconde trop longue. Bien, dit-il finalement. C'est bien. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le bureau sombre, mon esprit s'emballant. L'appel semblait étrange, comme s'il savait d'une manière ou d'une autre ce que j'avais trouvé. Je lui ai envoyé un texto décontracté. Tout va bien pour toi? C'est inhabituel que tu appelles si tard. Aucune réponse. Cette nuit-là, j'ai rêvé que quelqu'un frappait à la fenêtre de notre chambre. Une voix de femme murmurait mon nom, urgente et suppliante. Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. L'horloge numérique affichait 4h17 du matin. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du climatiseur. Je me suis levé et j'ai vérifié la fenêtre. Rien là, bien sûr, juste la nuit noire et mon propre reflet qui me regardait. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour ma réunion vidéo avec un client. Je ne pouvais pas me concentrer sur les choix de police et les palettes de couleurs, pas avec le mystère de la boîte qui consumait mes pensées. À la place, j'ai cherché l'adresse de la photographie en ligne. La vue satellite l'a confirmé, c'était bien la maison de la photo, bien qu'elle paraisse plus usée maintenant, la propriété envahie par la végétation. Selon les registres fonciers, elle avait été abandonnée pendant au moins une décennie, saisie par la banque après que le propriétaire eut manqué à ses obligations hypothécaires. Le nom du propriétaire était indiqué comme étant Thompson, D. D pour Dileya. Je suis devenu obsédé, parcourant Internet à la recherche de tout lien entre Caleb et cette Dileya Thompson. Il n'y avait rien. Aucun lien sur les réseaux sociaux, aucune mention dans les articles de presse locaux, rien qui ne les relie. C'était comme si l'un d'eux n'existait pas ou comme si quelqu'un avait délibérément effacé leur connexion.
À midi, j'avais pris ma décision. J'ai préparé un petit sac avec de l'eau, des collations et mon chargeur de téléphone. J'ai enfermé la boîte en métal dans ma boîte à gants, puis je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la direction du nord, vers l'adresse au dos de la photographie. Les 2 heures de route vers le nord s'étendaient devant moi comme une confession attendant d'être entendue. J'ai suivi mon GPS à travers des routes de campagne sinueuses, regardant les banlieues bien entretenues céder la place aux champs et aux forêts. L'air de fin d'été était lourd d'humidité, et des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, promettant un orage d'après-midi. Mes mains agrippaient trop fort le volant, les jointures blanches de tension. Qu'est-ce que je faisais? Conduire jusqu'à une maison abandonnée en me basant sur une photographie que j'avais trouvée enterrée sous la plante de mon mari. Cela semblait absurde, même à moi. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce qui m'attendait à cette adresse était quelque chose que je devais affronter. Le GPS a annoncé mon arrivée alors que je m'engageais sur une étroite allée de gravier. La maison se tenait devant moi exactement comme sur la photographie, bien que le temps ait exercé sa cruauté sur la structure. La peinture blanche était maintenant grise et écaillée, les volets verts pendaient de travers ou manquaient entièrement. La balançoire du porche était toujours suspendue à des chaînes rouillées, se balançant légèrement dans la brise comme si elle avait été récemment quittée. Je suis resté dans ma voiture pendant plusieurs minutes, le moteur éteint, rassemblant mon courage. La maison semblait abandonnée, comme l'indiquaient les registres fonciers, mais quelque chose en elle donnait l'impression d'être habitée. Un sentiment d'attente imprégnait l'air, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Finalement, je suis sorti, le crissement du gravier sous mes chaussures incroyablement fort dans le silence rural. L'air sentait la pluie approchante et le chèvrefeuille sauvage qui avait envahi un côté de la maison. Je me suis dirigé vers le porche avant, chaque pas ressemblant à une intrusion. Les planches du porche ont grincé sous mon poids alors que je m'approchais de la porte d'entrée. Un panneau délavé, propriété privée, pendait de travers, son avertissement usé presque jusqu'à l'illisibilité. J'ai frappé quand même, ne m'attendant pas à une réponse. Aucune ne vint. J'ai fait le tour par l'arrière de la maison, marchant prudemment dans l'herbe haute. L'arrière-cour avait dû être belle autrefois. Je pouvais distinguer les vestiges d'un jardin, maintenant étouffé par les mauvaises herbes, et ce qui ressemblait à un ancien foyer entouré de pierres. Près d'un chêne massif se trouvait une balançoire pour enfants, son cadre en métal rouillé, une seule balançoire suspendue à une corde effilochée. À côté gisait une pelle en plastique, passée du rouge au rose par des années d'exposition au soleil. La porte arrière était légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un était récemment parti et avait oublié de la fermer. Mon rythme cardiaque s'est accéléré alors que je m'approchais. « Allô » ai-je appelé, ma voix semblant faible et effrayée à mes propres oreilles. « Il y a quelqu'un » Le silence m'a répondu. J'ai poussé la porte plus largement, grimaçant au grincement des charnières. « Je regarde juste » ai-je annoncé à la maison vide. « Je ne veux aucun mal. » La cuisine dans laquelle je suis entré était figée dans le temps. De la vaisselle encore dans l'égouttoir. Un calendrier délavé sur le mur montrant un mois d'il y a 14 ans. Une fine couche de poussière recouvrait tout, perturbée par endroits par ce qui ressemblait à des empreintes de pas récentes. Je me suis avancé plus loin dans la maison, chaque pièce révélant de nouveaux fragments d'une vie interrompue. Le salon abritait un piano aux touches jaunies, une partition encore ouverte sur une chanson à moitié terminée. Sur le manteau de la cheminée, des photos de famille dans des cadres ternis montraient la femme du médaillon, dit Léa, je présumais, à différents âges. Sur certaines, elle était seule, sur d'autres, avec un couple plus âgé qui aurait pu être ses parents. Dans un coin du salon, un petit bureau contenait des piles de vieilles coupures de journaux et ce qui ressemblait à des dessins d'enfants, de simples images au crayon de cire de maison et de bonshommes allumettes. Je les ai feuilletés avec soin, cherchant quoi, je n'en étais pas sûr. Un craquement à l'étage me figea sur place. J'ai retenu mon souffle, écoutant. Rien. Juste la maison qui se tassait, me disais-je, bien que mon cœur qui s'emballait suggérait le contraire. L'escalier a protesté bruyamment alors que je montais au 2e étage. Un couloir étroit menait à plusieurs chambres, leurs portes ouvertes comme des bouches, prêtes à partager des secrets. La première pièce semblait être une chambre principale, mobilier simple, un lit double avec une courte pointe délavée, des rideaux s'agitant doucement dans la brise d'une fenêtre partiellement ouverte. La deuxième pièce m'a coupé le souffle, une nurserie, préservée comme si elle attendait le retour d'un enfant. Le berceau était vide, un mobile d'étoiles en tissu suspendu immobile au-dessus. Un fauteuil à bascule se trouvait dans le coin, une couverture tricotée drapée sur son accoudoir.
Les murs étaient peints d'un jaune doux avec une bordure d'animaux dansant courant sur le périmètre. Sur une petite table d'appoint se trouvait un album photo, sa couverture embossait des mots « La première année de bébé ». Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Les premières pages montraient la femme, Dileya, enceinte, sa main reposant protectrice sur son ventre arrondi. Les pages suivantes montraient le nourrisson de la photo du médaillon grandissant de nouveau-né à quelques mois. Puis, brusquement, l'album s'arrêtait. Les pages restantes étaient vides, attendant des étapes qui n'ont jamais été enregistrées. Je me suis dirigé vers une commode dans le coin de la nurserie et j'ai commencé à ouvrir les tiroirs. Des vêtements de bébé, soigneusement pliés. De minuscules chaussettes, une robe de baptême jaunie par l'âge. Dans le tiroir du bas, caché sous une couverture, j'ai trouvé ce qui ressemblait à un journal relié en cuir usé. La première page portait une seule phrase en écriture déliée, « Cette maison contient tout ce que j'ai perdu et tout ce qu'il a volé. » Mes mains tremblaient en tournant les pages. Le journal appartenait à Dileya Thompson, et il racontait une histoire qui me glaça le sang. Elle écrivait sur sa rencontre avec un homme, Caleb bien que jamais par son nom complet, qui était entré dans sa vie alors qu'elle était au plus bas. Comment il l'avait aidé financièrement après la mort de ses parents. Comment ils étaient tombés amoureux. Comment elle était tombée enceinte. Combien ils avaient été heureux au début. Puis vinrent des entrées sur des disputes, sur son contrôle croissant, sur son insistance pour qu'il s'éloigne de tout ce qu'elle connaissait, sur sa peur grandissante. Les dernières entrées étaient frénétiques, l'écriture saccadée et urgente. Elle écrivait s'être réveillée un matin pour trouver Caleb et leur fille en bas âge partis, avoir appelé la police, qui ne l'a pas prise au sérieux au début. Aucun signe d'effraction, aucune preuve de lutte, juste un homme qui était parti avec son propre enfant. Le temps qu'il commence à enquêter, Caleb avait disparu avec le bébé, leur fille. J'ai refermé le journal, me sentant mal. Ce ne pouvait pas être mon Caleb. Pas l'homme que j'avais épousé. Pas l'homme qui classait ses chaussettes par couleur et me surprenait avec mon café préféré le lundi matin. Pas l'homme qui m'avait aidé à traverser les funérailles de mon père, qui était resté éveillé toute la nuit quand ma sœur avait eu un accident de voiture. Pourtant, même en le niant, les pièces du puzzle se mettaient en place, sa réticence à parler de son passé, le fait qu'il n'ait jamais voulu d'enfant malgré mes allusions occasionnelles, le fait que je n'ai jamais rencontré aucun membre de sa famille, qu'il n'y ait aucune photo d'enfance parmi ses biens. Le tonnerre gronda dehors, plus proche maintenant. Je devais partir bientôt avant que l'orage n'éclate, avant que celui qui avait laissé ses empreintes fraîches ne revienne. J'ai jeté un dernier regard autour de la nurserie, essayant d'absorber chaque détail, quand quelque chose a attiré mon attention. Derrière un cadre sur le mur, quelque chose dépassait légèrement. J'ai soulevé le cadre d'un certificat de naissance d'enfant et j'ai trouvé une autre photographie cachée derrière. Mes mains tremblaient en la retirant. C'était Caleb, plus jeune, avec des cheveux plus longs, mais indubitablement lui. Il tenait le même bébé que sur la photo du médaillon, souriant largement. Le visage de la mère avait été violemment gratté sur la photo, ne laissant que du papier déchiqueté derrière. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. L'homme que j'aimais, l'homme avec qui j'avais construit une vie, avait eu une autre vie avant moi. Un enfant. Une femme qui l'avait abandonné, ou pire. Une portière de voiture a claqué dehors, me tirant de mes pensées. Je me suis précipité à la fenêtre, m'attendant à voir Caleb, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, debout dans l'allée. À la place, un vieux camion pick-up s'était garé à côté de ma voiture. Un homme en est sorti, âgé, se déplaçant à l'aide d'une canne, son visage aussi buriné que la maison elle-même. J'ai rapidement rassemblé le journal et la photo déchirée, les fourrant dans mon sac. Puis, prenant une profonde inspiration, je suis descendu et sorti sur le porche avant. Le vieil homme se tenait au bas des marches, s'appuyant lourdement sur sa canne. Ses yeux, vifs sous des sourcils blancs broussailleux, m'ont évalué sans surprise. « Vous n'êtes pas censé être ici, » dit-il, sa voix aussi rauque que du gravier. « Je sais, ai-je admis. Je suis désolé pour l'intrusion. J'ai juste... » J'ai hésité, ne sachant pas comment expliquer ma présence. « Vous avez trouvé quelque chose ?» a-t-il déclaré. Ce n'était pas une question. J'ai hoché lentement la tête. Une boîte sous une plante. Avec un médaillon et des photos et vous êtes venu chercher des réponses. Il a soupiré lourdement, changeant de poids. Il m'a dit qu'il avait enterré cette partie de lui-même. A dit que c'était le seul moyen pour lui d'aller de l'avant. Vous connaissez Caleb, ai-je demandé,
ma voix à peine un murmure. Le visage du vieil homme s'est durci. J'ai connu James Turner quand il vivait ici avec ma nièce, avant qu'il ne prenne son bébé et ne disparaisse. James Turner, pas du tout Caleb Anderson. Je ne comprends pas, dis-je, bien que la terrible vérité se formait déjà dans mon esprit. Le bébé a disparu, dit le vieil homme sèchement. Tous les deux. La police n'a jamais retrouvé ni l'un ni l'autre. Ça a presque tué Dileya, de ne pas savoir. La pluie a commencé à tomber, de grosses gouttes qui se sont rapidement transformées en averses. Aucun de nous n'a bougé. Est-ce que Dileya? Je n'ai pas pu finir la question. Morte, a-t-il dit. Il y a 3 ans. Un cancer. Elle n'a jamais cessé de chercher sa fille. N'a jamais cessé d'espérer. Il y a 3 ans. À peu près au moment où Caleb et moi avons acheté notre maison. À peu près au moment où il a ramené la fougère et l'a placée près de la fenêtre. Le vieil homme a fouillé dans sa veste et en a sorti une enveloppe, jaunie par l'âge mais protégée de la pluie par son manteau. Elle a écrit ça le jour où il est parti. Peut-être que maintenant vous comprendrez. Il me l'a tendu, sa main étonnamment stable. Alors peut-être que vous pourrez me dire pourquoi vous portez le visage de ma nièce. J'ai pris la lettre avec des doigts engourdis, prenant soudain conscience de ce qu'il voulait dire. La femme sur les photos, Dileya, me ressemblait. Même cheveux noirs, même visage en forme de cœur, même silhouette menue. Caleb m'avait-il choisi parce que je lui rappelais elle? Le vieil homme s'est retourné et est retourné à son camion sans un mot de plus, me laissant debout sous la pluie, serrant la lettre d'une femme morte et les morceaux brisés de mon mariage. Le trajet de retour a été flou. La pluie martelait mon pare-brise, assortie à la tempête dans ma tête. La lettre de Dileya reposait, non ouverte, sur le siège passager. Je ne pouvais pas me résoudre à la lire encore, ne pouvais pas supporter d'ajouter la douleur d'une autre femme à la mienne. Au moment où je me suis garé dans notre allée, la nuit était tombée. Notre maison, celle que j'avais considérée comme un sanctuaire, se dressait maintenant devant moi comme la demeure d'un étranger. La lumière du porche que Caleb laissait toujours allumée pour moi brillait d'un faux accueil. À l'intérieur, je me suis déplacé dans les pièces comme un fantôme, touchant des objets familiers qui semblaient soudainement étrangers, la photo de mariage sur le manteau de la cheminée, le plaid que Caleb m'avait offert à Noël dernier, la fougère toujours innocemment posée près de la fenêtre, sa terre remuée là où j'avais déterré la boîte. Je me suis préparé une tasse de thé avec des mains tremblantes et je me suis assise à la table de la cuisine. Méthodiquement, j'ai étalé tout ce que j'avais rassemblé, la boîte en métal et son contenu, le journal de Dileya, la photographie déchirée et sa lettre scellée et les pièces d'un puzzle que j'avais peur de compléter. Finalement, j'ai ouvert la lettre. L'écriture à l'intérieur était la même écriture déliée que celle du journal, bien que plus stable, plus contrôlée. Elle était datée de 15 ans. À celui qui le trouvera, commençait elle. Il se fait appeler James Turner maintenant, mais ce n'est pas son vrai nom. Il a pris ma fille. S'il vous plaît, si vous lisez ceci, aidez-moi à la retrouver. Elle n'a que 2 ans. Il est tout ce qu'elle connaît. Et il peut être si aimant, si convaincant. Mais il y a un autre côté en lui. Un côté qui ment, qui disparaît dans la nuit, qui vole un enfant à sa mère. La lettre continuait, décrivant leur relation, comment ils s'étaient rencontrés dans un groupe de soutien au deuil après la mort de ses parents dans un accident de voiture, combien il avait été charmant, combien il l'avait soutenu pendant sa grossesse, comment les choses avaient changé après la naissance du bébé. Il est devenu obsessionnel, écrivait-elle. Disait qu'elle n'était pas en sécurité avec moi. Disait que je ne pouvais pas la protéger comme il le pouvait. La nuit avant leur disparition, je lui ai dit que je voulais rendre visite à mon oncle pour m'évader quelques jours, juste le bébé et moi. Il a souri et a dit que c'était une bonne idée. Le lendemain matin, ils étaient partis. Ma voiture aussi. Ses affaires aussi. Le dernier paragraphe me glaça le sang. S'il vous dit que ce n'est qu'une plante, demandez-lui ce qu'il a planté en moi. J'ai posé la lettre, les mains tremblantes. L'étrange avertissement résonnait dans ma tête, critique mais d'une certaine manière menaçant. Que voulait-elle dire? J'ai passé la nuit à tout éplucher, cherchant des indices, des explications, tout ce qui pourrait donner un sens à ce que j'avais découvert. Le matin, mes yeux étaient granuleux de fatigue, mon esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Caleb rentrerait ce soir. Moins de 12 heures pour décider quoi faire. J'ai pris une douche et je me suis changé,
essayant de laver le sentiment de trahison qui me collait à la peau comme une seconde peau. Puis j'ai commencé à me préparer. J'ai soigneusement photographié toutes les entrées du journal, les photos, la lettre et je les ai téléversées sur mon stockage en nuage sécurisé. J'ai fait des copies des pages les plus accablantes et je les ai cachées dans mon bureau dans un portfolio de vieux travaux de design où Caleb ne regarderait jamais. J'ai remis les objets originaux dans la boîte en métal, sauf le médaillon. Celui-là, je l'ai placé délibérément sur le comptoir de la cuisine, là où il le verrait dès son entrée. Puis j'ai attendu, regardant les heures s'écouler. J'ai essayé de travailler, essayé de manger, essayé de prétendre que mon monde ne venait pas d'imploser. Mais mon esprit revenait sans cesse aux mêmes terribles questions. Qui est l'homme que j'ai épousé? Qu'est-il arrivé à la fille de Dileya? Et qui est Caleb Anderson s'il n'est pas la personne que je pensais connaître? À 17h37, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Le bruit de la porte du garage qui s'ouvre. Des pas dans les escaliers. Et puis il était là, son sac de voyage à la main, un sourire aux lèvres. Le même visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 3 ans. « Salut toi », dit-il chaleureusement, laissant tomber son sac pour m'envelopper dans une étreinte. « Je t'ai manqué ?» Je me suis forcé à le serrer dans mes bras, à sourire, à faire comme si rien n'avait changé. Bien sûr, ai-je menti, les mots ayant un goût amer sur ma langue. « Comment ça va ici ?» demanda-t-il, se dirigeant vers la cuisine pour se verser un verre d'eau. « Pas de problème ?» « Aucun, dis-je en le suivant. Tout allait très bien. Je l'ai observé attentivement, étudiant ses mouvements, ses expressions, cet homme qui était à la fois familier et un parfait étranger. Ses yeux se sont-ils attardés une fraction de seconde de trop sur la fougère? A-t-il vérifié la terre, cherchant une perturbation? Nous sommes tombés dans notre routine du soir habituelle, Caleb défaisant ses bagages pendant que je commençais le dîner, parlant de sa conférence, de mon travail, de rien qui n'avait d'importance. Pendant tout ce temps, j'attendais qu'il remarque le médaillon scintillant sur le comptoir, placé là où la lumière du soleil attraperait sa surface argentée. Ce n'est qu'après le dîner, alors qu'il chargeait le lave-vaisselle, qu'il l'a vu. Sa main s'est figée en plein geste pour prendre une assiette, son corps devenant complètement immobile. « Où as-tu eu ça ?» murmura-t-il, sans se retourner. « De la plante de ta tante » ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Lentement, il s'est tourné pour me faire face. Son expression était illisible, un masque de contrôle parfait. Mais ses yeux étaient remplis d'une tempête d'émotions, peur, colère, chagrin, reconnaissance. « Emma, dit-il prudemment. Je peux expliquer. Le peux-tu, ai-je demandé. Peux-tu expliquer qui est Dileya Thompson? Ou pourquoi il y avait une boîte enterrée sous ta précieuse fougère? Ou peut-être pourquoi tu as vécu sous un faux nom? Son visage a perdu toute couleur, le masque se fissurant. Tu es allé à la maison, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai rencontré son oncle, ai-je confirmé. Il m'a donné sa lettre. Caleb, James, quel que soit son nom, s'est affaissé sur une chaise, ses jambes semblant flancher. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il, sa voix à peine audible. Alors qu'est-ce que c'est, ai-je exigé. Parce que ce que je pense, c'est que tu as volé un enfant à sa mère. Ce que je pense, c'est que tout dans notre vie ensemble a été un mensonge. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux hantés. Pas tout, a-t-il dit. Pas nous. Ce que je ressens pour toi a toujours été réel. Comme ce que tu ressentais pour Dileya, ai-je demandé sèchement. Avant que tu ne l'abandonnes et que tu ne prennes son bébé. Son visage s'est tordu de ce qui ressemblait à une douleur sincère. C'était compliqué, a-t-il dit. Dileya elle n'allait pas bien après la naissance du bébé. Elle souffrait d'une grave dépression postpartum. Elle ne voulait pas se faire aider. Il a dégluti difficilement. Elle était un danger pour elle-même, pour notre fille. Alors, tu as enlevé ton propre enfant? Dis-je sèchement. Je l'ai protégé, a-t-il corrigé, un éclair de défi traversant ses traits. J'ai fait ce que je devais faire. Tu ne sais pas ce que c'était, de voir Dileya se détériorer, de la trouver debout au-dessus du berceau la nuit, fixant juste le bébé avec ce regard vide. J'ai pensé au journal, aux entrées désespérées de Dileya. Elle racontait une histoire différente, celle d'un homme qui était devenu contrôlant, paranoïaque, qui l'avait isolé de ses amis et de sa famille, qui l'avait manipulé quand elle exprimait des inquiétudes sur son comportement. La police t'a cherché, ai-je dit.
vous deux. Il a ri amèrement. Pas très fort. Un père qui prend son propre enfant sans preuve de violence? C'était un conflit de garde pour eux. Où est-elle, ai-je demandé, la question qui me brûlait les lèvres depuis que j'avais ouvert la boîte. Où est ta fille? Son expression s'est refermée. En sécurité, a-t-il dit fermement. C'est tout ce qui compte. Je l'ai laissé assis là et je suis allé dans la chambre, verrouillant la porte derrière moi. Je ne pouvais pas supporter de dormir à côté de lui, ne pouvais pas supporter de sentir sa peau contre la mienne, pas avec le poids de sa tromperie qui m'écrasait la poitrine. Le matin, j'ai appelé un détective privé. Je lui ai envoyé des copies de tout ce que j'avais trouvé, les photos, les entrées du journal, la lettre de Dileya. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, lui ai-je dit. J'ai besoin de trouver la vérité. La semaine suivante, Caleb et moi nous sommes tournés autour avec méfiance. Nous dormions dans des chambres séparées. Nous mangions en silence. Nous étions des fantômes hantant la même maison, liés par des secrets que ni l'un ni l'autre ne savait comment affronter. J'ai laissé des indices pour le tester, le journal ouvert sur la table basse, la photo de Dileya appuyée contre une lampe. Chaque fois, il réagissait avec une émotion étroitement contrôlée, n'admettant jamais, ne niant jamais, me regardant simplement avec ses yeux hantés, comme s'il attendait que je prenne une décision qu'il ne pouvait pas prendre lui-même. Puis, 10 jours après ma visite à la maison, le détective a appelé. J'ai trouvé des dossiers, m'a dit le détective, Frank Matt, autour d'un café dans un restaurant à 50 km de notre maison. J'avais insisté pour nous rencontrer loin de la maison, quelque part où Caleb ne nous verrait pas accidentellement. Frank a fait glisser un dossier sur la table. Dileya Thompson a bien signalé James Turner pour enlèvement il y a 14 ans. La police a enquêté, mais pas très minutieusement. Il n'y avait aucune preuve de crime, et Turner avait la garde légale en tant que père. Ils ont classé l'affaire comme un conflit de garde et l'ont pratiquement abandonné après quelques mois. J'ai feuilleté les rapports de police photocopiés, voyant la même histoire sous un angle différent. Et la fille? Avez-vous trouvé une trace d'elle? Frank a hoché la tête, son visage buriné solennel. C'est là que ça devient intéressant. Environ 6 mois après la disparition, une fille correspondant à sa description a été placée en adoption privée dans le Maine. Les papiers étaient. Il a hésité, irrégulier. Acte de naissance falsifié, pas de renonciation appropriée aux droits parentaux. Le genre d'adoption qui se produit quand quelqu'un veut déplacer un enfant rapidement et discrètement. Mon estomac s'est noué. Alors il l'a donné? Pas exactement, a dit Frank, sortant un autre document. Les parents adoptifs étaient enregistrés comme Margaret et William Peterson. Je ne connais pas ces noms, dis-je en parcourant le document. Vous ne les connaîtriez pas, a convenu Frank. Mais voici ce qui est intéressant. Le nom de jeune fille de Margaret Peterson était Turner. La sœur de James Turner. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Sa sœur. Il a donné sa fille à sa sœur pour qu'elle l'élève. Frank a hoché la tête. Il semble que oui. Ils ont déménagé fréquemment pendant les années suivantes. Le Maine, puis le New Hampshire, pour finalement s'installer dans le Massachusetts il y a environ 7 ans. Le nom de la fille a été changé de Laura Turner à Maya Peterson. Elle a 17 ans maintenant, en première au lycée. Est-ce qu'elle sait, ai-je chuchoté. Quelque chose de tout ça? Difficile à dire, a répondu Frank, mais étant donné le secret, les documents falsifiés, je dirais que non. Il a fait glisser une dernière photographie sur la table, un portrait d'école d'une adolescente aux cheveux noirs et aux yeux familiers, les yeux de Caleb. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de gardé dans son expression, quelque chose qui me rappelait douloureusement son père. Où est-elle maintenant, ai-je demandé, incapable de détacher mon regard de la photo. Elle vit avec les Peterson à Waltham, à environ 1 heure d'ici. Frank m'a donné l'adresse. Je serai prudent dans votre approche, Madame Anderson. Il y a beaucoup en jeu pour beaucoup de gens. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second, le dossier caché dans mon coffre, le visage de Maya gravé dans ma mémoire. Toutes ces années, la fille de Caleb avait vécu à seulement 1 heure de route. Assez près pour lui rendre visite. L'avait-il vu? Savait-elle qui il était vraiment? Quand je suis entré dans la maison, Caleb était assis à la table de la cuisine, attendant. Le journal était ouvert devant lui, l'écriture de Dileya l'accusant d'outre-tombe. Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement.
J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a fermé les yeux brièvement, comme s'il souffrait. J'ai besoin d'expliquer, a-t-il dit. J'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Alors dis-moi, dis-je en prenant le siège en face de lui. Dis-moi tout. Plus de mensonges. Il a pris une profonde inspiration. Dileya et moi nous sommes rencontrés il y a 15 ans. Comme elle l'a écrit, j'utilisais mon vrai nom à l'époque, James Turner. Nous sommes tombés amoureux. Elle est tombée enceinte. Nous étions heureux au début. Ses doigts ont tracé le bord du journal. Après la naissance de Laura, Dileya a changé. Elle ne pouvait pas dormir, ne voulait pas manger. Elle fixait le bébé pendant des heures sans bouger. Le médecin a appelé ça une dépression postpartum, a prescrit des médicaments, mais elle ne voulait pas les prendre, disait que ça la rendait brumeuse, déconnectée. Les choses ont empiré, a-t-il continué. Elle laissait le bébé seul dans la maison pendant qu'elle marchait pendant des heures. Une fois, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Laura en pleurs dans son berceau, trempée, pendant que Dileya était dans le jardin, fixant juste le vide. Une autre fois, je l'ai trouvée tenant Laura au-dessus de la balustrade de l'étage, disant qu'elle voulait voir si les bébés pouvaient voler. J'ai senti un frisson. Ce n'est pas dans son journal. Bien sûr que non, dit-il amèrement. Elle ne se souvenait pas de la moitié des choses qu'elle faisait, ou elle les réécrivait dans son esprit pour se faire passer pour la victime. Alors tu as pris le bébé. Il a hoché la tête. J'étais terrifié. J'ai appelé ma sœur, Margaret. Elle et William essayaient d'avoir un enfant depuis des années sans succès. Nous avons élaboré un plan. J'ai pris Laura dans la nuit, j'ai conduit jusqu'au Maine. Nous avons changé son nom en Maya, créé une nouvelle identité pour elle et pour moi. Pourquoi n'as-tu pas simplement lutté pour la garde, ai-je demandé. Légalement? Son rire était creux. Avec quelle preuve? Dileya était prudente avec les autres. Elle se reprenait quand nous avions de la compagnie. Son oncle n'a jamais vu les mauvais épisodes. Je n'avais aucune preuve, et tout le monde sait que les mères obtiennent presque toujours la garde, même quand il y a des inquiétudes. Alors tu as disparu, dis-je. Tu as changé ton nom en Caleb Anderson, laissant Dileya se demander ce qui était arrivé à son enfant pour le reste de sa vie. Il a tressailli. J'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai protégé ma fille. Et Maya, ai-je demandé. Sait-elle quelque chose de tout ça? Il a secoué la tête. Margaret et William sont les seuls parents dont elle se souvient. Ils l'ont élevée comme leur propre enfant. Elle pense que je suis juste son oncle Caleb qui lui rend visite de temps en temps. Tu l'as vu? Cette révélation semblait être une autre trahison. Quelques fois par an, a-t-il admis. Anniversaire, Noël. Assez pour rester dans sa vie, mais pas assez pour soulever des questions. Et la plante? Ai-je demandé, jetant un coup d'œil à la fougère toujours assise près de la fenêtre. Pourquoi garder une boîte de souvenirs enterrée là où tu dois la voir tous les jours? Son expression s'est légèrement adoucie. J'ai enterré la boîte quand j'ai appris que Dileya était morte il y a 3 ans. Je ne voulais pas l'oublier complètement. Malgré tout, elle était la mère de Laura, la mère de Maya. Je ne pouvais pas jeter ses souvenirs, mais je ne pouvais pas non plus les regarder tous les jours. Tu m'as épousé 3 mois après sa mort, dis-je, la chronologie devenant soudainement claire. C'est pour ça que tu m'as choisi? Parce que je lui ressemble? La question est restée en suspens entre nous, lourde de sous-entendus. Non, a-t-il dit fermement. Mon Dieu, non, Emma. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu es toi. La ressemblance. Je ne l'ai même pas remarqué au début. Peut-être inconsciemment, mais... Il a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. J'ai besoin de la rencontrer, ai-je dit. Son visage a perdu toute couleur. Quoi? Non. Absolument pas. Tu ne peux rien lui dire de tout ça. Ça détruirait sa vie, sa relation avec Margaret et William. Je ne vais rien lui dire, l'ai-je assuré. Mais j'ai besoin de la voir, de savoir qu'elle va bien, de comprendre à quoi tout cela a servi. Elle ne saura pas qui tu es, a-t-il prévenu. Bien, ai-je répondu. Parce que je ne sais pas non plus qui tu es. J'ai de nouveau appelé le détective privé ce soir-là, m'arrangeant pour en savoir plus sur la routine de Maya, où elle allait à l'école, à quelles activités elle participait. Je ne voulais pas l'approcher directement,
Caleb avait raison sur ce point. Lâcher cette bombe sur une jeune de 17 ans serait cruel, mais j'avais besoin de la voir, juste une fois, pour me confirmer qu'elle était heureuse, bien adaptée. Que le terrible choix de Caleb lui avait au moins donné une belle vie. Caleb a refusé de se joindre à moi. Je ne peux pas faire partie de ça, a-t-il dit. C'est trop dangereux. Si elle me reconnaît, si elle commence à poser des questions. Très bien, lui ai-je dit, mais écris-lui une lettre. Quelque chose que je pourrais lui donner si le moment semble opportun. Il l'a écrite cette nuit-là, l'a scellée dans une enveloppe sans me laisser la lire. Juste au cas où, a-t-il dit en me la tendant avec des doigts tremblants. Mais promets-moi d'être prudente. Promets-moi que tu ne lui feras pas de mal. J'ai pris la lettre. Je ne lui ferai jamais de mal, ai-je dit. Contrairement à toi, je n'abandonne pas les gens qui me sont chers. Les mots étaient cruels, mais je ne pouvais pas les reprendre. Je ne le voulais pas. L'homme que je pensais connaître n'avait jamais existé. À sa place se tenait un étranger qui avait fait un choix terrible et avait vécu avec ses conséquences pendant 14 ans. Alors que je me préparais à partir le lendemain matin, j'ai regardé la fougère une dernière fois. Je vais jeter ça en rentrant, lui ai-je dit. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas continuer à vivre avec des fantômes. Il n'a pas discuté. J'ai trouvé Maya Peterson exactement là où Frank avait dit qu'elle serait, dans un petit café près de son lycée, en train d'étudier avec des amis. Je me suis assise à une table dans un coin, sirotant un latte, l'observant derrière l'écran de mon ordinateur portable. Elle ressemblait tellement aux photos de Dileya que ça me serrait la poitrine, les mêmes cheveux noirs, le même visage en forme de cœur. Mais ses expressions, ses manières, c'était du pur Caleb, la façon soignée dont elle arrangeait ses livres, le léger froncement entre ses sourcils quand elle se concentrait. J'avais vu ces mêmes mouvements chez mon mari 1 millier de fois. Ses amis sont partis un par un au fil de l'après-midi, jusqu'à ce que Maya soit assise seule, absorbée par son manuel. J'ai rassemblé mon courage et je me suis approché de sa table. « Excusez-moi, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Ce siège est-il pris ? Il commence à y avoir du monde ici. » Elle a levé les yeux, a offert un sourire poli. « Non, allez-y. » Je me suis assise, cherchant sur son visage tout signe de reconnaissance. Il n'y en avait aucun, juste la légère curiosité d'une adolescente confrontée à une étrangère. « Vous étudiez dur ?» ai-je demandé en hochant la tête vers ses livres. « Biologie avancée », dit-elle avec une grimace. « Examen vendredi. »« Vous n'aimez pas les sciences ?» Elle a haussé les épaules. « Ça va. Je suis meilleur en art, par contre. C'est ce que je veux faire à l'université. » « De l'art ? » Quelque chose que Caleb n'avait jamais mentionné à propos de sa mère. « Quel genre d'art ?» ai-je demandé. « Surtout de la peinture. Un peu de photographie. » Ses yeux se sont illuminés, la réserve fondant légèrement. « J'ai une exposition le mois prochain à l'école. Ma première vraie exposition. » « C'est merveilleux, dis-je, sincèrement. Vos parents doivent être fiers. » « Ils le sont, a-t-elle convenu. Ma mère est déjà en train de planifier cette énorme réception. C'est un peu embarrassant. Les mères sont comme ça, dis-je, pensant à la femme qui l'avait élevée, Margaret, la sœur de Caleb. Avait-elle connu la vérité sur la mère de Maya? Avait-elle aidé à perpétuer le mensonge? Nous avons bavardé quelques minutes de plus sur l'école, sur l'art, sur la terrible playlist du café. Une conversation normale, rien de profond, mais je l'ai observée attentivement, cherchant des signes de traumatisme, de malheur. Je n'en ai vu aucun. Elle semblait être une adolescente typique, parfois maladroite, parfois confiante, pleine de projets pour un avenir qui s'étendait à l'infini devant elle. Je devrais y aller, dit-elle finalement, rassemblant ses livres. Mon père vient me chercher bientôt. William Peterson, pas Caleb, pas James Turner. Un autre homme qui avait élevé la fille de Dileya comme la sienne. Attendez, dis-je impulsivement. J'ai quelque chose pour vous. Elle a froncé les sourcils, confuse. Pour moi? Mais vous ne me connaissez pas. J'ai hésité, puis j'ai sorti le médaillon en argent. Pas la lettre de Caleb, celle-là est restée dans mon sac, semblant soudainement être le mauvais choix. Mais le médaillon avait été enterré pendant des années, attendant d'être trouvé. C'était peut-être pour ça. Ça va paraître étrange, dis-je prudemment, mais je pense que ceci vous appartient. On me l'a confié pour vous le donner quand le moment serait venu. Elle l'a pris avec précaution,
retournant l'argent terni dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Un médaillon, dis-je. Il est très ancien. Il appartenait à quelqu'un qui vous aimait beaucoup. Elle l'a ouvert, plissant les yeux devant le nom gravé à l'intérieur. Dileya? Je ne connais personne qui s'appelle Dileya. Elle vous connaissait, dis-je doucement. Il y a très longtemps. Maya a étudié mon visage, soudain méfiante. Qui êtes-vous? Juste quelqu'un de passage, dis-je en me levant. Quelqu'un qui croit que la vérité finit toujours par remonter à la surface. Je l'ai laissé là, fixant le médaillon, des questions naissant dans ses yeux auxquelles je ne pouvais et ne voulais pas répondre. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Cette décision ne m'appartenait pas. Dehors, je me suis appuyé contre ma voiture, respirant profondément. Maya était en vie. Elle était en bonne santé, éduquée, apparemment aimée. Quoi que Caleb ait fait d'autre, il l'avait sauvée d'une situation potentiellement dangereuse et lui avait donné un foyer stable. Cela justifiait-il ses actions? La loi dirait non. Mon cœur n'était pas sûr. Quand je suis rentré à la maison, Caleb attendait, faisant les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Alors, a-t-il exigé dès que je suis entré. L'as-tu vu? Lui as-tu parlé? Elle est magnifique, dis-je simplement. Elle veut être artiste. Son visage s'est adouci, la fierté et le chagrin se mêlant dans son expression. Comme sa mère, a-t-il murmuré. Dileya était peintre, avant que tout ne tourne mal. Je lui ai donné le médaillon, ai-je admis. Ses yeux se sont écarquillés d'alarme. Tu as fait quoi, Emma? Nous avions convenu. Je ne lui ai rien dit, l'ai-je assuré. Juste que ça appartenait à quelqu'un qui l'aimait. Elle ne sait pas qui je suis. Elle ne sait rien de toi, de Dileya ou de tout ça. Et la lettre? Je l'ai sortie de mon sac, toujours scellée. Ça ne me semblait pas juste. Pas encore. Il l'a prise avec un soulagement visible, puis l'a froissée dans son poing. C'est peut-être mieux ainsi. Laissons-la avoir sa vie. Et notre vie, ai-je demandé doucement. Où allons-nous à partir de maintenant, Caleb? Où devrais-je t'appeler James? Il a tressailli. Je suis Caleb Anderson depuis 14 ans. C'est qui je suis maintenant? Un homme construit sur des mensonges, dis-je. Comment puis-je te faire confiance sur quoi que ce soit? Parce que tu sais tout maintenant, dit-il, la voix brisée. Chaque choix terrible, chaque secret. Il n'y a plus rien à cacher. J'ai pensé à Dileya, dont la recherche désespérée de sa fille ne s'était terminée qu'avec sa mort. À Maya, grandissant avec des parents adoptifs qu'il aimait mais qui avaient participé à une tromperie qui avait façonné toute son existence. À Caleb, vivant une double vie bâtie sur la peur et la protection, l'amour et les mensonges. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit, pour digérer tout ça, pour décider avec quoi je peux vivre. Il a hoché la tête, la résignation dans chaque ligne de son corps. Je comprends. Cette nuit-là, je suis allé à la baie vitrée et j'ai retiré la fougère de sa place d'honneur. Je l'ai emmenée dehors et j'ai creusé un trou dans le jardin, assez profond pour contenir à la fois la plante et son histoire pesante. En la recouvrant de terre, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de la compréhension. À sa place, j'ai mis une petite violette africaine en pot, une plante sans secret, sans passé enfouie, juste des fleurs violettes vibrantes tendant vers la lumière. Quand Caleb est descendu le matin et a vu l'espace vide près de la fenêtre, il s'est arrêté, son visage illisible. Puis il a remarqué la violette, a touché l'un de ses pétales délicats d'un doigt hésitant. Un nouveau départ, a-t-il demandé, sa voix soigneusement neutre. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais au moins pas la même fin. J'ai pensé à Maya, 17 ans et inconsciente, portant le médaillon de sa mère sans en comprendre la signification. À la vérité qui pourrait un jour remonter à la surface comme une graine poussant à travers la terre vers le soleil. Au mari que je pensais connaître et à l'étranger que j'avais épousé et à la ligne floue entre eux. Certaines plantes prospèrent dans l'obscurité, les racines enchevêtrées autour des secrets. D'autres ont besoin de lumière pour grandir. Le choix de ce qu'il fallait nourrir, de ce qu'il fallait révéler, de ce qu'il fallait enterrer, ce choix était encore le mien. Que feriez-vous si la personne que vous aimiez le plus s'avérait être quelqu'un d'autre entièrement? Enterreriez-vous la vérité ou la laisseriez-vous se transformer en quelque chose de nouveau? Si cette histoire de secret et de seconde chance a résonné en vous,
veuillez aimer et vous abonner pour plus de thrillers psychologiques qui explorent les ombres au sein des vies ordinaires.